On a la chance évidemment que ça s'inscrive dans un cadre et une administration très construite et relativement performante et qui est appliquée à sa tâche et aux missions qui sont les siennes. Et donc passer les premières périodes de construction, de présentation du sujet, on a réussi à avoir l'adhésion, je pense, d'une bonne partie de la fonction publique. Mais ça ne se fait pas. La construction de l'ouverture des données publiques et au-delà de la transparence. La transparence, ça dépasse la question de la donnée, c'est aussi une initiative, c'est aussi une démarche, et parfois un état d'esprit et une compréhension, un dialogue mutuel qui peut s'établir. On ne peut pas le faire sans trois choses. On ne peut pas le faire sans une volonté politique forte, ça c'est évident. On ne peut pas le faire sans l'adhésion des services publics, puisque c'est eux, au quotidien, qui devront remplir cette démarche, et que s'ils en ont peur, s'ils ne la comprennent pas, ou s'ils y sont opposés pour des questions soit d'intérêt, soit même de la perception qu'ils ont de ce qu'est l'intérêt général, ils ne le feront pas. Et on ne peut pas le faire, troisième point, sans une société civile forte, déterminée, et qui soit là pour appuyer ce mouvement. Ça, on a eu la chance en France d'avoir un certain nombre d'associations qui, pendant des années, avec un rôle d'aiguillon parfois, sont venues demander, continuer à demander, continueront à demander d'aller plus loin. Mais ce rôle, il est important. Et donc, je vous encouragerais plutôt à rester et à venir plus nombreux, parce que c'est un sujet qui, à mon avis, s'adresse à tout le monde, en France, comme en Tunisie, comme à travers le monde. Juste peut-on répondre à la question de l'intervenant? Quelqu'un qui a un projet innovant de Open Data, comment il fait pour avoir toutes les aides aux subventions possibles? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Oui. En Tunisie ou en France, le projet? En Tunisie, c'est mal. C'est des questions difficiles. Il vient vers nous, hein. On peut discuter, on peut voir comment on peut l'aider, donc surtout à avoir les données. Donc, franchement, on n'a pas encore mis en place un mécanisme pour prendre en main des projets comme ça, mais on va commencer à le faire et en tout cas, essayons ensemble. Il faut bâtir tout le système ensemble. Vous savez, nous sommes aussi des citoyens et nous sommes comme vous, on est en train de se relever après la révolution, donc il faut nous aider, il faut ensemble, comme on le dit, don't give up. Don't give up. Parce que si on va commencer à relâcher, à dire non, c'est impossible et tout ça, donc ça sera impossible. Ça peut être un peu décalage. Ok. Ouais. On pourra le faire avec Romain. On peut voir le projet, c'est quoi, et bien sûr. Okay, on pourra se voir après la conférence. Trois nouvelles questions. Donc, allez-y, monsieur qui est là. C'est bon, c'est pas. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez eu des problématiques de confidentialité des données et est-ce que dans la mise en œuvre de la plateforme OpenGov, vous considérez aussi l'anonymat des données personnelles ou bien les données personnelles ne feront pas partie des données exploitées? Okay, la question est claire. Deux questions donc au milieu de la salle. Voilà. Bonjour, alors deux petites questions. La première, c'est justement, donc on voit qu'à la tête du gouvernement, à la tête de l'État, en fait, il y a une initiative. Donc justement, le poste de M. Sedem, pour moi, est une preuve, et l'équipe qui travaille avec lui. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau local? C'est-à-dire, je pense que vous avez entendu parler, par exemple, de la ville de Saïeda. Quel est le soutien que vous avez apporté? Je sais qu'ils ont beaucoup galéré, clairement, ils ont parlé. Typiquement, la mairie n'avait pas de connexion Internet pendant longtemps. Et ça, parce que des démarches administratives qui étaient très longues. Bon, après, ils en ont eu. Qu'est-ce qui a été fait justement pour la ville de Saïeda? Deuxième point, par rapport à la conduite de changement. Clairement, en fait, on demande, par exemple, du service public à donner des données. Et on peut comprendre leur position, c'est un peu, en fait, on va donner le bâton avec lequel ils vont se faire battre. Alors, clairement, par exemple, pour les horaires des bus, si on leur donne les horaires théoriques et que derrière, on va faire vite, en fait, une expérience, on va voir qu'il n'y a aucun bus qui est à l'heure, ça va un peu gueuler. Donc, justement, comment se fait la conduite de changement dans un État où
Il y a énormément de failles dans le service public et ça va vite apparaître. Les gens le savent déjà, mais quand ça va être noir sur blanc, c'est pire. Okay. Les deux questions sont claires. Le monsieur qui est là, après le monsieur en chemise à bleu ciel. Oui, bonjour. Donc en fait, ma question elle est pour M. Salami. Concernant, par rapport à nous, les Atugiens, comment on peut vous aider par rapport à vis-à-vis de la Tunisie? Ce serait par rapport, moi en fait, c'est concernant le site, le portail, là j'ai vu, la data.gov.tn. Là, je viens de scruter un peu le site, j'ai regardé un peu les informations. Bon, il n'y a que des tableaux, en gros, sur Excel ou Word, et tout en arabe. Il y a des chiffres un peu partout. Il manque beaucoup d'informations. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible, de votre côté, de travailler un peu, d'une part, sur la traduction en français de tous ces tableaux, d'avoir un peu plus d'informations, plus de graphes, pour que nous, Atugiens, on puisse profiter un peu plus en détail de toutes ces informations et pouvoir avancer ensemble. Parce que la majorité des informations, elles sont en Tunisie, et nous, quand on veut avoir accès aujourd'hui à toutes les informations, on n'a pas forcément ou souvent l'information qu'il nous faut. Okay, la question est claire, et puis dernière question. En fait, c'est une question je rebondis sur la première. L'ouverture des données, donc l'open data, c'est super intéressant, c'est super stimulant, mais je voulais juste mettre un bémol, parce qu'ouvrir les données, oui, mais tout de même, il y a des données, notamment par exemple les données médicales. Si on ouvrait les données médicales, vous avez tout à l'heure parlé de l'ouverture des données médicales, les assurances sont très frileuses de ce genre d'informations, puis ça engendrera un système économique derrière où les gens qui sont en bonne santé seront assurés et les gens qui sont en mauvaise santé ne seront pas assurés. Idem aussi pour l'ouverture des données pour des sociétés comme Data Publica et autres, où le business model, clairement, c'est le business model de la publicité. Donc il faut se poser la question, est-ce que, je ne parle pas de public data en autres, mais notamment pour Google ou d'autres sociétés comme ça, ou Facebook ou autres, le modèle économique essentiellement est la publicité. Donc il faut se poser la question, est-ce que par rapport à la Tunisie, si on ouvre nos données et que derrière on a un système, etc., qu'on nous vende par exemple de cristalline au lieu de nous vendre du sabline ou du wafer, est-ce que derrière l'ouverture des données, est-ce que ça va engendrer, ça va dans le sens de l'intérêt général ou pas, quand on nous données. Dernière remarque, c'est pour M. Kouaz qui nous a parlé du tourisme. Vous nous avez cité les chiffres, 3,5 milliards de dinars pour 7 millions d'entrées. Ça fait par chaque entrée 500 dinars de rentrée. Moi, quand je rentre en Tunisie, je paye mon billet l'été 1000 dinars et je dépense beaucoup plus. Donc le modèle économique, encore une fois, il faut se poser sur le tourisme. Est-ce que c'est vraiment le bon choix à faire le choix actuel du tourisme? Mais ça n'a rien à voir avec l'open data, mais c'était juste une remarque aussi. Okay. L'objectif, c'est de faire monter. La question sur la confidentialité, l'anonymat, M. Ponceillon. C'est une question que... Bon, les règles chez tous les gens qui ont ouvert leurs données, c'est que les données sont ouvertes, sauf les données personnelles et privées. En France, on a quelque chose qui s'appelle la CNIL, qui veille très jalousement à ça. Moi, je pense trop jalousement. Donc, je pense qu'aucun projet d'open data n'a jamais ouvert les données personnelles de qui que ce soit. Indépendamment de ça, il y a un deuxième problème qui est que connaissent les réseaux sociaux sur nous. Et ça, c'est un problème qui n'est pas un problème d'open data, c'est un problème de vie et de qu'est-ce qu'on fait avec ce modèle des réseaux sociaux. Et là n'est pas le sujet. Donc, aucun des fichiers de data.gouv.fr, aucun des fichiers de data.gov.tn ne contient aucune donnée personnelle. Donc je pense qu'il y a zéro risque là-dessus, et il y a une plus grande, dans nos sociétés, plus que dans les sociétés anglo-saxonnes, il y a un plus grand accent qui est de toute façon mis sur la protection des données privées que sur la transparence. Donc aux États-Unis, la transparence, ils n'en ont rien à brosser. Enfin, la protection de la vie privée, ils n'en ont rien à brosser. En France, c'est la priorité, et je pense que chez vous aussi. Ok, comment ne pas... Quelle conduite de changement pour éviter que les fonctionnaires donnent le bâton pour se faire abattre? C'est d'abord une question de perception. L'expression est juste, mais elle est juste seulement sur le court terme. C'est-à-dire que ça se sait de toute façon s'il y a de vrais dysfonctionnements, des dysfonctionnements tellement majeurs que la justice elle-même devrait finalement s'en saisir. C'est pas une bonne stratégie de toute façon que de vouloir les passer sous silence. Et c'est d'autant plus vrai, on vient de parler de réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure de l'exemple de ces communautés d'usagers sur Twitter. C'est une vague
impressionnante qui est en train de débouler sur l'ensemble en fait, des secteurs de l'action publique et qui donne un pouvoir mais sans équivalent dans l'histoire de l'humanité aux citoyens et aux citoyens en réseau connectés qui travaillent ensemble. Donc je pense que l'enjeu est plutôt un enjeu, on pourrait parler d'enjeu de pédagogie, pédagogie mais aussi d'apprentissage. Il s'agit de comprendre aussi ce qui permet de convaincre. On ne peut pas arriver avec simplement des solutions et des slides préparés et vous dire voilà ce que vous allez faire du jour au lendemain, mais je pense qu'il y a un travail de pédagogie, d'écoute et d'apprentissage à mettre en place et à mener avec l'ensemble des acteurs publics pour comprendre aussi comment on peut mieux aligner les objectifs de l'ouverture des données avec le travail des agents publics. Et ça, on en a fait une autre petite partie dans les différents échanges qu'on a eus dans la construction de ce réseau, encore une fois, d'agents publics en France. On peut aller encore beaucoup plus loin. Et l'open data ne sera une réussite et la transparence ne sera une réalité que lorsque les agents publics, lorsque les élus, lorsque les responsables publics de manière générale comprendront qu'ils ont intérêt. Ils ont intérêt en termes de légitimité, ils ont intérêt sur le long terme pour la stabilité politique et pour le lien de confiance qu'ils peuvent bâtir avec les citoyens, à se servir de ces outils. Ils sont des outils extrêmement puissants. On peut aussi imaginer que dans le cadre de compétitions électorales, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je crois que l'open data en Grande-Bretagne a bénéficié grandement de la campagne de 2010, puisque chacun des 3 candidats principaux a voulu en faire plus que les autres, et que c'est devenu un sujet central. Donc on peut imaginer, on peut espérer qu'avec cette démarche d'explication et grâce aux initiatives, encore une fois, qui relaient au sein de la société civile l'importance de ces sujets, on puisse avancer. Monsieur Khaled Salami, comment aider les collectivités locales, et notamment la ville de Saïd? En tout cas, pour la ville de Saïd, elle n'a pas besoin d'être aidée en ce qui concerne l'open data, parce que déjà, ils font du bon boulot. D'ailleurs, il y a 2 municipalités aujourd'hui qui ont ouvert leurs données. C'est la municipalité de Saïd qui a commencé, c'est la première. Et puis, il y a la municipalité de Hamamneuf. Donc, déjà, ça commence. Ça vient... vous avez parlé de bottom-up et de top-down. À mon avis, pour l'OpenGov et l'Open Data, ça doit être dans les deux sens. Ça doit être du bottom-down et du top-down et du bottom-up. Donc, dans le sens que l'État encourage, tel que l'initiative de l'Open Data, c'est l'État c'est le Premier ministère qui a commencé. Donc, on a pu maîtriser ces techniques et on est en train de aussi inciter les différents départements, les municipalités, les localités, les gouvernorats à commencer des programmes dans ce sens. Donc, il y a certaines municipalités qui ont commencé eux-mêmes le travail et ils ont pris l'initiative et on les aide, on les encourage à aller en avant. Donc, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de règle. Ça, pour ce qui est du... donc, comment on peut les aider? Concrètement, c'est à travers la formation, peut-être. On peut les former, on peut les aider on peut les offrir des formations. On les invite d'ailleurs à nos séminaires, à nos réunions. Peut-être aussi dans le cadre de nos activités et nos partenariats, donc on pourrait peut-être les faire bénéficier d'un certain programme de coopération s'ils souhaitent faire cela. Mais sinon, les municipalités, ils ont eux-mêmes leur budget, ils ont une certaine autonomie en matière de gestion. Donc, eux aussi, ils peuvent investir pour développer un site web et mettre sur ce site web des données de type budgétaire ou financière. On ne peut pas les intégrer dans le site central Actuellement, le site, bien sûr, on peut les intégrer. Si nous vous envoie les données, on peut les mettre sur le site de l'Open Data. Mais il y a un projet qui sera bientôt lancé en partenariat avec la Banque africaine de développement. Donc ce projet contient, entre autres, le développement d'un site web Open Data distribué, où
toutes les institutions, toutes les localités, tous les services publics qui souhaitent avoir un accès sur ce site pour mettre directement de l'open data, ils auront un accès sur ce site et ils pourront mettre en ligne des données ouvertes. Donc ça sera un site dynamique où tout le monde pourra, bien sûr, le secteur public pourra mettre directement leurs données sur ce site. Donc ça sera quelque chose de plus sophistiqué que le site existant qui est essentiellement un quick win. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour un peu commencer l'effort et sensibiliser les gens. Et donc, pour répondre à la question du monsieur, on prévoit à l'avenir d'avoir beaucoup d'autres fichiers, beaucoup d'autres données traduites. Bien sûr, pour la traduction. Bon, les données ouvertes, c'est des données brutes. On les publie dans l'état que l'on reçoit ces données. Donc, si ces données nous parviennent en arabe, on ne peut pas toucher à ces données, on les publie telles qu'elles sont. Mais bien sûr, on peut, si vous souhaitez aider à traduire certaines de ces données, donc on pourra peut-être faire une liaison avec les départements qui ont ces bases de données et peut-être vous pourrez les aider à traduire ces données. Mais il existe une interface en français, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc on peut soit accéder à ces données, soit en arabe, soit en français, mais le titre, l'intitulé des données, c'est en arabe actuellement. Mais il y a quelques datasets qui sont en français, un nombre limité. Au niveau des mises à jour, par rapport à ces données-là, si le tourisme, ça s'arrête à 2010. Non, il y a les données de 2011. Après, je ne sais pas. Ça, le problème de la fraîcheur des données, c'est un problème que tout le monde a. On est en train de sortir des sources. Tout le monde rêve d'avoir des données plus fraîches. C'est un problème général. Nous aussi, on affiche de la donnée. L'INSEE nous donne des données qui sont vieilles souvent. Le principe de base, c'est qu'il vaut mieux avoir des vieilles données que pas de données du tout. Il faut se battre pour qu'elles soient plus fraîches. Et ça avance. Il faut se battre. Voilà. Laissez pas tomber. Vous êtes tous là. On va y arriver. Ce qui est certain, c'est qu'elles existent. Maintenant, pour apporter un complément d'information, je crois que c'est un état d'esprit, une nouvelle dynamique. Dans ce cadre-là, tous ceux qui sont pour cette nouvelle dynamique dont on fait partie vont vous présenter les avantages. Ceux qui sont sceptiques vont donner les inconvénients. Et je crois qu'il faut marcher, avancer en essayant de faire en sorte que les inconvénients disparaissent et que les avantages soient prépondérants. De mon point de vue, je pense que la bataille est perdue d'avance, hein, c'est-à-dire que l'administration doit se faire à cette évolution, à ce changement, et qu'il va falloir que tous les fonctionnaires, et j'ai aucun doute, n'aient pas peur de mettre à disposition ces informations, parce que s'ils ne le font pas, effectivement, on va avoir la troisième voie de l'open data, qui est l'open data social, et qui, lui, va donner des informations statistiques qui ne sont pas forcément réelles et qui sont tout le temps au détriment de la vraie information. Au départ, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir se dire, c'est peut-être un bâton pour se faire battre, et c'est le frein majeur que l'on observe dans les pays qui se sont lancés là-dedans, notamment les États-Unis. Mais une fois que l'administration a clairement défini l'enjeu, le rôle, le fait que c'était majeur pour le pays et qu'en conséquence de quoi, c'est pas parce qu'on avait publié l'information qu'on allait se faire battre. Au contraire, ça servait, comme dans le cas d'un audit, à s'améliorer. Ça devrait se faire. Et je vois pas pourquoi dans notre pays on n'y arriverait pas. Ça sera un petit peu compliqué. Après, concernant votre remarque qui est très pertinente, je vois que vous calculez vite. Donc si vous avez calculé les 500 dinars sur la première statistique, vous avez vu que l'ambition c'était de monter à 850 et donc d'augmenter le panier. Malheureusement, vous ne faites pas partie des statistiques. Dans les statistiques tunisiennes, le Tunisien qui rentre, c'était un de mes combats que je n'ai pas gagné, parce que j'ai peut-être pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais souhaité faire. Mais le Maroc intègre les Marocains à l'étranger qui viennent passer les vacances au Maroc, et donc ça a une influence, et c'est assez intéressant, parce que ça permet de se dire, on est en train de baisser, d'aller chercher du touriste de plus en plus bas de gamme, et on est en train de maltraiter nos compatriotes qui, eux, ont un panier beaucoup plus important, dépensent plus. On est en train de faire en sorte que, alors SIFAC c'est parti,
mais que le billet d'avion soit de plusieurs centaines d'euros, 500-600 euros en période estivale, alors que le touriste par charter dépense moins de 120 euros pour aller en Tunisie, et c'est pas bien, et c'est pas correct. Donc vous ne faites pas partie de ces statistiques, et si on avait eu un open data, vous auriez pu avoir une vraie critique avec un bâton et un coup, mais l'administration, c'est pas un coup qui lui fait mal, parce que c'est pas elle qui est décideur de ce genre de choses, et je peux vous assurer que dans l'administration du tourisme, le fait de savoir que le tourisme interne est maltraité, ça leur fait mal. Donc si ça peut faire avancer les choses, pourquoi pas. Merci beaucoup pour ce débat très passionnant. Je tiens à remercier encore une fois M. Madir Fawaz, ancien ministre du Tourisme et du Commerce, PDG du Talent, M. Khaled Salem, responsable de l'unité de l'administration électronique auprès du Premier ministère tunisien, à l'initiative de datagov.tn, M. Romain Lacambe, responsable innovation et développement d'Etalab, le service du Premier ministère français en charge de l'ouverture des données publiques, et M. François Boncillan, fondateur et PDG de Data Publica, entreprise française spécialiste du marché de la donnée, pionnière de l'open data en France. Je tiens également à remercier Slim Ben Salah qui a organisé cette conférence du club TIC de la Tuche. Donc on pourrait, si vous voulez, continuer cette discussion, donc un peu d'une manière informelle, donc soit ici, soit en bas, soit dans l'espace VIP. Merci et à très bientôt.